Un petit tuto Houdini pour vous expliquer comment j'ai fait les ponts suspendus. Euh, alors, première chose, on va configurer un peu l'interface. Donc je vais favoriser ici la partie de droite, la partie construction. Donc je déplace ici le séparateur. Celui du haut, il y a une petite flèche ici. Je, je le ferme et ensuite bah, je suis prêt à bosser. Donc je vais appuyer sur P comme paramètre. Comme ça, les paramètres de mes sélections s'afficheront sur le côté et non plus là-haut, comme c'était le cas par défaut. Une première chose, c'est créer une géométrie. C'est le container qui va permettre justement de contenir tous les polygones, tous les points, toute la structure. Je vais l'appeler démo village. Donc c'est un objet géométrie. Pour créer un nœud, c'est clic droit ou tab. Et préférez plutôt le tab. Le clic droit, il fait mal au doigt, il est peu précis et il donne souvent lieu à un clic, à un misclic, un clic raté ou un clic voilà, qui abîme votre structure. Donc bref, on a créé la capsule, l'objet qui est principal, la géométrie. À l'intérieur, donc je double-clique, je suis maintenant dans l'objet, dans la géométrie. Bah d'abord, il faut créer des arbres. Bon, les arbres, en fait, c'est l'aspect visuel, mais au départ, c'est juste des lignes avec des points. Donc pour faire ça, il n'y a pas grande difficulté. Vous pouvez par exemple créer une grille, une grid. La voilà. Donc 10 par 10, pourquoi pas. Je vais la faire assez grande. Peut-être 50 par 50. Je vais me servir des unités directement, hein. C'est-à-dire une unité Houdini, ce sera pour moi genre 1 mètre. Ça va me faciliter la tâche par la suite. Donc sans subdivision pour l'instant, c'est juste l'espace dans lequel je veux créer mes lignes. Voilà. Donc une grille 50 par 50, row et colonne à 2. Dans cette grille, ou plutôt sur cette grille, je vais créer des points. Donc pour ça, il y a le scatter qui fait ça très bien. Donc il suffit de brancher la grille dans le scatter. On clique bleu pour voir le résultat. Et on voit qu'ici, il y a 1000 points qui ont été générés sur la grille. On peut afficher les points en cliquant là, ils deviennent bleus. On peut afficher l'index des points en cliquant là, le point numbers. Voilà, qui me permet d'afficher les ID des points. Donc je vais peut-être pas faire autant d'arbres. Je vais essayer de faire quelque chose de simple pour qu'il y ait plus de clarté sur l'écran. Mais avant, je voudrais vous montrer un truc. Quand on fait un scatter, il y a quelque chose qui est important, c'est le relax ici. Regardez, le relax qui permet de détendre la tension entre les points, donc finalement d'essayer de tendre vers une distance égale entre tous les points. Donc regardez, si on le baisse, on a quelque chose de beaucoup plus organique, et ici, une surface. Des points de mieux en mieux distribués sur la surface. Donc le relax, faites attention. Alors si on en met beaucoup, évidemment, c'est sympa, mais déjà ça prend plus de temps à calculer. Bon, ici ça se voit pas parce qu'il n'y a pas grand chose, mais néanmoins, quand on n'en a pas besoin, autant le décocher, d'accord? Éventuellement. Donc je vais en mettre un tout petit peu, je vais en mettre 2, puis surtout je vais faire 10, ou je vais en faire 6. Allez, 6 arbres. Donc là, ce sera finalement le point d'enracinement de mes futurs arbres. Donc ces points, ce scatter, vont me permettre de créer des objets à chaque point. Ces objets sont des lignes verticales, line. Donc si je clique bleu sur line, on voit ma ligne par défaut qui est là. C'est une ligne qui a par défaut, vous voyez, 2 points. Elle a une caractéristique comme sa direction. Hein, d'accord, c'est un vecteur 3, x, y, z. Sa longueur, d'accord, et son nombre de points ici. Donc je laisse tout par défaut puisque c'est ici un système d'expression qui va redéfinir tout ça. Et je vais copier cette ligne sur chaque point de mon scatter. Alors pour faire ça, c'est assez simple, mais d'abord, je voudrais que les points d'enracinement du scatter possèdent, hop, les points du scatter ici. Je vais faire F. Je ne sais pas pourquoi je suis à perpète. Je vais vérifier un truc. Mon objet est à 0, 0, 0. Très bien.
ma grid est à 0, 0, 0 et ma line est à 0, 0, 0. Alors, non, c'est bien, elle est bien au centre, ma ligne, tout va bien. J'ai rien dit. J'avais l'impression qu'elle était à l'autre bout de ma scène, mais ça va. Regardez, elle est bien ici, au centre, à 0. Donc voilà, pas de panique. Ensuite, on peut utiliser plein de choses. Alors, en particulier, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que chaque petit point sur le sol, ici, possède la caractéristique du nombre d'étages, en particulier. Mais donc ce nombre d'étages, on va faire un attribut. Donc ici, si je fais un attribute create, je crée un attribut sur chaque point, sur une espèce de variable si vous préférez. Le point va donc contenir cette information, et cette information, quand on débug, on veut la visualiser probablement. Donc on peut la transformer sous forme de couleur, mais le plus simple c'est d'aller ici dans Geometry Spreadsheet. Ça nous permet de voir que ici nos points, donc ici on a les points, les vertices, les primitives. Donc les primitives, vous voyez, il n'y a pas de primitives, il n'y a que des points, donc il n'y a pas d'objet. Donc on voit qu'ici j'ai par exemple 5 points, qu'ils ont une position x, y, z, et un attribut one. Voilà, donc cet attribut ici, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler par exemple nb étage au pluriel. Cet attribut, il s'applique au point et c'est un entier, c'est un integer. Ici, donc on voit en temps réel l'attribut qui se modifie ici. Et pour l'instant, on va le laisser comme ça, puisqu'en fait, ce que je veux, c'est qu'il soit aléatoire. Donc il y a un nœud qui s'appelle attribute randomize, qui permet de randomiser, donc de modifier les valeurs d'un attribut pour qu'elles deviennent aléatoires. Donc ici, il n'est pas encore actif, mais je vais cliquer bleu dessus. On va dire que cet attribut qu'on veut randomiser, bah, c'est le même, donc c'est nb étage. Et voilà, il est ici entre 0 et 1, donc je vais lui donner une valeur entre 0 et 10. Voilà, et j'ai envie de dire même il y a un étage minimum. Donc ici, voilà, le nombre d'étages est devenu aléatoire pour chaque... ici, chaque point, donc chaque attribut finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite bah, c'est tout en fait. Hein. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser cet attribut pour dupliquer les lignes et modifier leur taille ainsi que leur subdivision. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Peut-être que la manière la plus simple, donc, c'est d'utiliser le stamp éventuellement. Ce qu'on voudrait d'abord, c'est que chaque point d'une ligne, je le ferai après, mais ce qu'il faudra faire, c'est que chaque point de la ligne connaisse comment dire, son attribut d'étage. Genre le point 0 c'est le rez-de-chaussée, le point 1 c'est le premier étage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se fier aux index des points puisque eux vont changer par la suite. Donc il faut mémoriser en fait cette propriété avant qu'elle soit distribuée sur les points. Mais je vais le faire dans un deuxième temps. On va d'abord mettre en place la copie. Donc je reviens dans ma scène. Je vais faire donc ici, je vais utiliser un copy stamp qui permet de faire remonter en amont des informations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ici, dans la copie, on va pouvoir créer des propriétés, des variables qui vont pouvoir être utilisées en amont, c'est-à-dire avant que les variables existent. Ici, on va pouvoir les utiliser. Je sais, c'est un peu contre nature, mais c'est justement ce qui fait la puissance de ce copy stamp. Donc, dans un copy stamp, on branche à droite les points sur lesquels on veut copier, cela, et on branche à gauche l'objet qu'on veut copier, la ligne. Et on voit ici ma ligne. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont toutes petites pour l'instant, mais on voit ici ma ligne qui est copiée. Donc maintenant, il faut que j'utilise ma propriété nb étage pour modifier la ligne. Donc modifier la ligne, c'est-à-dire modifier sa longueur et son nombre de points. Alors pour faire ça, on va créer un stamp sur la copie. Donc on sélectionne la copie. C'est un copy stamp, donc il possède un onglet stamp. On va dedans. Dans l'onglet stamp, on va
activer les stamps en faisant stamp input. On va dans la variable 1 créer un nom. Donc je pourrais par exemple l'appeler étage au pluriel. Et sa valeur, ben, c'est la valeur du point, hein, donc, enfin, de l'attribut pardon, du point. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire on prend la valeur de l'attribut du point et on la renvoie, modifiée ou autre, on la renvoie en amont pour modifier l'objet qui va être copié. Alors en même temps, le copy stamp, ça va être bientôt déprécié, il vaudra mieux stocker tout dans le point, transmettre les attributs à la ligne et ensuite modifier la ligne après sa copie. Avec les attributs évidemment dont elle va hériter, puisqu'on va pouvoir faire hériter la ligne des attributs du point qui a servi à la copier. Peu importe, le copy stamp est là, il existe, il est très bien pour l'instant, mais ça revient au même, en fait, la logique est, en fait, est quasiment la même. Donc ici, étage, c'est quoi? Bah, c'est l'attribut, donc on écrit arrobase, et on tape le nom de l'attribut, nb, étage, et c'est fini, maintenant je peux utiliser mon stamp. Ça veut dire que dans la ligne, la hauteur de la ligne va être égale au nombre d'étages. Donc dans la longueur, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est une expression. Donc comme c'est un stamp, je vais aller chercher le stamp en tapant stamp, en ouvrant la parenthèse. Ici le premier argument de la méthode stamp, c'est l'emplacement du stamp. Et ben le stamp, je l'ai créé sur copy 1. Donc je fais le chemin et c'est un string, c'est entre guillemets, point slash pour remonter dans la structure. Copy 1, il est là. Voilà le premier argument. Virgule. Deuxième argument, le nom du stamp. Le stamp, je l'ai appelé étage. Je ne lui ai pas donné le même nom que l'attribut pour pas qu'il y ait de confusion. Et ensuite, virgule, je crois que c'est le succès, c'est-à-dire s'il ne trouve rien, c'est la valeur par défaut. Je vais mettre 1. Et on voit donc que mes lignes n'ont pas la même taille. Super. Impeccable. Mais ces points vont me servir à copier mes plateformes, etc., à copier les ponts suspendus. Et donc, je ne peux pas avoir que finalement qu'un point de départ, un point d'arrivée. Donc, je vais aussi subdiviser ici avec la même expression, mais en rajoutant 1. Voilà, donc le nombre d'étages plus 1. C'est tout. Là, c'est bon, j'ai mes lignes. Donc, ce que je disais, c'est que chaque point de la ligne, donc c'est pour ça que je le fais maintenant, parce que du coup, j'ai créé des nouveaux points. Chaque point, ici, le premier point doit toujours avoir l'index 0, 2, et ainsi de suite. Alors que là, regardez, si je copie, en fait, ils ont changé d'index. Je ne peux pas utiliser ce qu'on appelle le ptnum, le point number, puisque, évidemment, après la copie, ils ont changé. Donc, en fait, il faut que je mémorise pour chaque point un attribut qui correspond à son ID d'étage, si vous préférez. Donc pour ça, on utilise un point wrangle qui permet d'écrire une expression, un espèce de chapeau de cow-boy, de shérif même. Vous voyez. Et il va faire la loi. Donc l'expression, elle est très simple. On crée un integer en tapant i arrobase, ça veut dire qu'ici on crée un attribut. En gros, si l'attribut existe, je l'écrase. S'il n'existe pas, ça le crée. Je type l'attribut integer arrobase. Ben, je vais l'appeler id underscore étage au singulier égale arrobase ptnum, le numéro du point. Alors n'oubliez pas qu'au moment où je le fais, il n'y a qu'une seule ligne puisqu'elles ne sont pas encore copiées. Je clique bleu pour vous montrer. Voilà. Donc le point 0 aura l'id étage 0, 1, 2 trucs. Donc après, finalement, les id des points peuvent changer. L'attribut, lui, ne change pas. Il est mémorisé pour chaque ligne. Voilà. Donc ça, c'est pour la méthode O, si vous préférez. Un petit CTRL S pour en cas de crash. Démo Facebook. Hop. Peu importe. Voilà, ça c'est le grand principe. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On peut randomiser un peu la position des points pour pas que tous les étages soient exactement bien alignés comme un building de béton, puisque moi il s'agissait de cabanes dans les arbres. Bon, moi je le fais pas directement. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est pour le traitement, pour la construction des arbres, on prendra ces lignes-là, on leur donnera un peu de bruit, hein, il suffira de faire un jitter,
Alors ça, je vais pas le faire, hein, parce que évidemment, ça ferait un tuto de 3-4 heures. Mais le point jitter, vous voyez, il vous permet ici de créer du bruit sur la position, une espèce de noise dont on peut annuler la valeur sur Y, le garder que sur X, etc. Changer l'acide. Ah tiens, l'acide, très intéressant. Donc l'acide qui nous permet d'avoir une valeur aléatoire maîtrisée, on va dire, c'est assez pratique. Donc là, le jitter, si vous avez compris, je l'enlève. C'est assez pratique. Pourquoi? Parce que quand je fais du design procédural, je veux itérer des propositions visuelles. C'est-à-dire, je veux relancer tout ça avec du random. Et en gros, le premier truc que je viens de faire, c'est le scatter, ici. Vous voyez, si je change l'acide, ça met des points au hasard. Donc l'acide, je ne veux pas m'amuser à venir dans le scatter, à modifier l'acide. La méthode que j'utilise tout le temps, c'est de mettre $F, donc ici le temps, dans l'acide, comme ça en bougeant la ligne de temps. Je peux tester différents visuels et faire des milliers, des centaines de milliers, des centaines de millions. Non, j'exagère, mais oui, je pourrais éventuellement, mais en tout cas, rapidement d'itérer mon visuel pour vérifier déjà qu'il marche en toutes circonstances. Et ensuite, pour faire de la recherche graphique, tout simplement. Donc voilà, à tout moment, je peux revenir sur le scatter, rajouter plus d'arbres, moins d'arbres, ainsi de suite, en changeant le nombre de points. C'est le principe du procédural. Bon, alors tout de suite, je vais passer au pont, quand même. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc là, pour le pont, on va créer une boucle for each qui va permettre comment dire, de traiter toutes les lignes d'abord. Et pour chaque ligne, on va traiter tous les étages. Donc comment dire, par exemple, hein, juste un petit exemple, c'est pas ce que je vais utiliser, mais pour bien comprendre. En fait, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre tous les étages qui ont le même index, et donc tous les étages qui ont le même ID étage. Et ça, c'est pratique parce que je peux faire des groupes de points, par exemple, en leur disant que l'arrobase ID étage doit être égal à, par exemple, 2. Et vous voyez, ça me sélectionne tous les groupes dont l'étage est 2. Donc je vais pouvoir traiter mes étages de cette manière. Alors bon, si on veut le faire évidemment en itératif, il va falloir bourriner un peu. Donc une boucle for pour faire tous les étages et pour chaque étage faire tous les ponts. Donc c'est une boucle imbriquée. Alors, on fait donc une boucle d'abord, c'est le premier truc qu'on veut faire. Et on va faire une boucle qui est, alors bah, c'est une for each. Voilà, for each. Alors on peut faire par exemple connected piece, peu importe. De toute façon, je ne vais pas utiliser la connectivity, j'en ai pas besoin parce que je vais en fait utiliser une expression qui me permet. Alors le groupe c'était pour vous illustrer le principe. Voilà la boucle for. Alors le principe c'est que cette boucle elle peut itérer en fonction d'un attribut et on va dire par défaut c'est le name. Alors pour moi le plus simple c'est de dire que l'id étage je le transforme en nom de l'objet. Donc le nom du point ce sera l'id de son étage. Donc de nouveau un point wrangle qui va me permettre de dire que euh, @name, le nom de chaque point, puisque c'est un wrangle point. Hein. En fait, un wrangle, c'est lui-même une itération, c'est-à-dire que l'expression qu'on écrit s'applique à chaque point. À chaque point d'un groupe, si on filtre par groupe, mais si on met rien, à tous les points qui rentrent dans le nœud. Donc le name doit être égal à arrobase id, comment je l'appelais, id étage au singulier, l'identifiant de l'étage. Et alors malheureusement, name étant un string et id étage étant je sais plus mais je crois un int, il faut que je transforme ça en faisant int to a. Hop. Voilà, donc là ça m'a permis de convertir mon nœud. Bah, c'est tout. Si je regarde ma géométrie spreadsheet, je vois maintenant mon name
0, 1. Alors vous voyez, il y a plusieurs points qui ont l'étage 0, bien entendu, hein. Donc ils sont tous ici, ces points-là. Hop, ça c'est tous les points qui ont l'étage 0, tous les points qui ont l'étage 1 et ainsi de suite. On le voyait déjà avec l'ID étage, mais du coup j'ai transféré l'ID étage dans le nom. Ça va me permettre à ma boucle for de réagir à ça et de traiter du coup ici ma boucle en fonction du nom. Alors pour faire ma boucle en fonction du nom, c'est simple, on clique sur le bloc end de la boucle et ici on utilise name comme piece attribute. Et ça marche pas. Alors est-ce que je suis en fetch? Alors ici je dois être en fetch piece or point, c'est bon. Et en bas je dois être en... Alors oui, par contre c'est des points que j'itère, voilà. Et donc ça va traiter 11 étages apparemment. Donc c'est plutôt bon. Alors pour chaque étage, ici c'est l'intérieur de la boucle, qu'est-ce que je fais pour chaque étage? Alors bah déjà je pourrais enlever des points. D'accord? Si je clique ici, je vais traiter, je vais voir que le premier étage, l'étage 0. En fait ici la boucle, je peux lui dire single pass, ça me permet de tester, hop, l'index de la boucle, de l'augmenter, de le réduire. C'est pas terrible là. Je devrais voir... Ah pardon, je cliquais pas sur le résultat. Hop, voilà, cliquez bleu sur la fin. Donc on voit étage 0, étage 1, 2, 3, voilà. Voilà. Par exemple, l'étage 10, il n'y a qu'un seul point qui est l'étage 10, donc il ne pourra pas y avoir de pont pour celui-là. Peu importe. Si vous avez compris le principe, je continue. Donc, ce que je viens de faire, c'est un peu la base de tout. Enfin, pas la base de tout, j'exagère un peu, c'est assez pompeux ma formule, mais comment dire, c'est une méthode très très courante. Donc ça, il faut bien le maîtriser. Les boucles, évidemment, vous en doutez, quand on fait du procédural, on a besoin de répéter des actions. Donc de faire des boucles. Je vous montre pas le force compile qui permet de forcer la compilation et d'avoir éventuellement un meilleur rafraîchissement et meilleure performance. De faire un calcul processeur multithread, pardon. Ce genre de choses qui sont très intéressantes. Bon, peu importe. Ici, donc, on a bien compris que grâce à cette single pass, je pouvais tester chaque passe de la boucle. Alors, à l'étage 0, qu'est-ce qu'on a à l'étage 0? On a tous ces points. Qu'est-ce que je veux faire avec tous ces points? Bah déjà, je voudrais en enlever. Juste en enlever au hasard. Ça me permettra de ne pas avoir des ponts systématiquement partout. Sinon, je vais avoir quelque chose de très symétrique. Mais pourquoi pas, si vous voulez. Mais aussi, prétexte à vous montrer comment enlever des points. Donc, il suffit de nouveau de faire un point wrangle. Et point wrangle, vous allez en utiliser à toutes les sauces. Ce point wrangle, on va lui dire que si un rand, donc une valeur comprise entre 0 et 1, qui doit varier ce random pour chaque point et pour chaque altitude. Donc on va utiliser les deux variables. Donc ptnum comme seed, hein, ptnum plus arrobase, donc ptnum le point number, l'index du point, plus sa position y. Donc normalement ça permet d'avoir un random unique pour chaque point, quel que soit l'étage et quelle que soit l'altitude. Et si ce random devenait, donc le résultat d'un random, j'ai dit gamme de valeurs de 0 à 1, s'il devenait supérieur, et là on va faire un contrôleur, c'est f comme float. On donne un nom au contrôleur, je vais l'appeler threshold puisqu'il s'agit d'un seuil avec un h là aussi. Alors, accolade, alors quelque chose. Alors je le supprime. Alors déjà, quand vous avez fait un ch threshold, ça crée un contrôleur, il faut cliquer là sur create spare parameter pour le générer. Je clique là et en fait, voilà, ça m'a créé ici un petit slider de contrôle. Ici, j'ai plus qu'à dire que cette valeur aléatoire est supérieure à mon seuil. Donc un seuil de 0 à 1 par défaut, c'est parfait. Alors je supprime le point. Supprimer un point, c'est remove point. Entre parenthèses, la géométrie, c'est 0. On est dans la géométrie 0, là. Cette géométrie ou self. Il y a plusieurs expressions de ciblage qui permettent de l'exprimer. Arrobase, ptnum, le point en cours de traitement, celui dont j'ai fait le... imaginez que ça c'est dans une boucle, hein. Et ensuite virgule 0, c'est-à-dire que je supprime tout de l'élément.
Voilà, donc maintenant si je gère ce threshold, vous voyez, je peux supprimer des points au hasard. On n'en garder que quelques-uns, donc je vais le mettre, je sais pas, à 0,7, c'est pas loin de 0,5, ça en supprime presque la moitié. Enfin, c'est aléatoire, hein, donc ce que je viens de dire c'est faux, c'est pas la moitié, mais je le fais visuellement. Alors c'est là que c'est intéressant, comment je crée les edges. Alors là, il y a plein de techniques. Moi j'ai peut-être et certainement qu'il y a mieux que ce que je vais vous proposer, puisque je vous propose mon humble expertise, qui n'en est pas une, mon humble euh, ici expérience sur ce projet. Donc moi j'ai trouvé que Triangulate 2D, il était assez génial pour créer justement une surface, parce qu'il a l'option, alors comme son nom l'indique, 2D il met à plat. C'est-à-dire que si j'avais un random sur la hauteur des points, effectivement, ça serait flat. Mais il y a quand même l'option Restore Original Point Position qui permet de trianguler et de remettre les points en 3D, quoi, pour éviter que ce soit comme ça une surface plane. Mais ça, c'est super, ce truc-là. C'est parce que ça me génère justement les edges entre mes éléments. Ensuite, je convertis ça en line, hein, parce que je veux pas la surface, donc je fais un convert line. Voilà, donc maintenant j'ai que des edges. Ensuite, l'astuce pour séparer. Alors, si on regarde, en fait, actuellement, si on regarde les index de primitives, on a ça, mais en fait, elles sont toutes connectées entre elles. Si on regarde les index de points, on voit qu'ici, il y a un seul point. Ça veut dire en gros que les points sont soudés. Moi, je voudrais que tout soit dessoudé, c'est-à-dire que je veux finalement extraire chaque edge de la structure comme un élément indépendant. Et d'après mes recherches et tout ce que j'ai pu voir, il y a deux, trois solutions possibles. Et de ce que j'ai pu tester, la meilleure pour moi, c'était d'utiliser Carve. Alors je mets un Carve, vous voyez ce qui se passe. Avec le Carve, on peut donc changer un offset de début et aussi l'offset de fin. C'est excellent. Alors ça, j'en ai pas besoin. Je le laisse à 1, je le laisse à 0 pour l'instant. Et il y a une option dans Breakpoints qui permet de cut at internal U position, ce qui fait que maintenant, j'ai vraiment tous mes edges séparés. J'ai plus qu'à faire ce que je veux avec. Donc en l'occurrence, je vais... alors je pourrais éliminer les edges trop longs aussi. Je veux pas des super méga ponts qui vont d'un extrême à l'autre, par exemple. Ici, le edge numéro 3, il est super long. Donc ça c'est facile, je peux faire une petite expression. D'abord je crée un groupe parce qu'il y a cette possibilité dans les groupes de les choisir par longueur de edge. Donc je crée un groupe que j'appelle à supprimer. Je clique dessus. C'est un groupe de quoi? C'est un groupe de edge que je veux créer. Et je veux pas qu'il sélectionne tout, donc j'enlève base group. Donc là il n'y a rien de sélectionné. Et je fais include by edge. Et ici j'utilise le minimum edge length, hein. Il doit avoir une longueur minimum de. Et puis là je change cette valeur. Et là effectivement ça pourrait être une expression arithmétique ici qui permet de changer ça. Ça me permet ici d'isoler ce edge, vous voyez 33 à peu près. Tout ce qui est supérieur à 33 passe dans la sélection. J'ai plus qu'à supprimer la sélection avec un blast. J'utilise blast derrière qui supprime. Je veux supprimer quoi? Je veux supprimer le groupe à supr. Voilà, je me suis débarrassé de ce edge. Et du coup, j'ai ici également un threshold pour enlever ou rajouter des edges. Alors, là aussi, c'est pareil. Je pense qu'on peut améliorer ça assez facilement, mais c'est quand même assez pratique et c'est surtout comment dire, robuste comme enchaînement. Bien, alors quand j'ai le blast, je peux ici créer des plateformes, etc. Mais je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est de créer des ponts. Alors pour créer des ponts, première chose, je vais vous montrer un truc sympa. C'est qu'ici, il n'y a pas de normal. Si on affiche les normales, on ne voit rien. Donc il faut générer des normales avec polyframe. Polyframe. Attends, je vais faire un CTRL S. Hop, voilà. Oui, il crache quand même de temps en temps. Houdini, ça va. C'est tout à fait raisonnable comme fréquence de crash, mais quand même. Euh,
Hein, quand on fait des divisions par zéro, des trucs évidemment tout pourris, c'est pas étonnant. Hein. C'est souvent ils crachent parce que c'est la faute de l'utilisateur, bien entendu. Donc polyframe. Je vais générer des normales. N sur quoi? Sur les points. Point, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de primitive. Sur les points, ça devrait marcher. Pourquoi je les vois pas? Ah, tangente name n, et on va dire qu'on veut vers le primitif centroïde. Pardon, c'est sur les edges, donc c'est bien en mode primitive. Hop. Par contre, je suis un peu déçu. Pourquoi je vois pas... Ah, zut. Pourquoi je vois pas mes normales? Alors, est-ce que c'est un bug d'affichage? Je suis peut-être un peu loin. Oui, c'est ça, je suis trop loin. Donc en fait, mes normales, je les affiche vers le centroïde. N'oubliez pas qu'on est sur chaque edge. Donc si par exemple vous prenez ce edge, alors je vais juste faire un truc pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. Parce que là, comme tous les points sont au même endroit, ici en fait j'ai pas un point, hein, j'en ai trois. Hein. J'ai le point de ce edge, ce point de ce edge, ça. N'oubliez pas que le carve il a servi à ça, du coup à isoler chaque edge comme une primitive indépendante. Mais juste qu'on puisse mieux voir temporairement, je vais mettre un primitive ici par exemple, avec une transformation des... Euh, ah, tiens, je sais pas pourquoi il marche pas le primitive, alors c'est pas grave, je vais le faire autrement. Avec le carve, on va redéfinir les index. De début et de fin, temporairement, juste que vous puissiez constater le... Non, bon, ça veut pas. C'est pas grave. Bon, alors, est-ce que si vous avez compris que les normales pointaient dans un sens et dans l'autre, ça c'est très très pratique. Ça me permet ensuite de dire que le point, je vais le déplacer selon sa normale. Ça veut dire qu'en fait, je vais raccourcir ces edges. Un peu ce que j'avais montré tout à l'heure avec le carve, mais le carve en fait, on peut soit redéfinir les points, mais être en division comme ça. D'accord. C'est cet effet-là que je voulais faire. Hein. Mais c'est ce que je veux faire, mais le problème si je fais ça, c'est que c'est proportionnel à la longueur du edge. Donc ici, c'est mieux d'utiliser éventuellement une expression en utilisant de nouveau, ou de normaliser, d'être sûr de normaliser les normales aussi, hein, en ce qui est le cas là par défaut. Donc ici, un nouveau point wrangle. Hop, point wrangle, où est-ce qu'il est? Ici. Alors, je vais déplacer le point, donc arrobas p. Je le déplace, donc j'incrémente sa position de la normale, arrobas n. Donc si je laisse comme ça, hop, voilà ce qui se passe. Toute petite normale, donc tout petit déplacement. Pardon, arrobas n majuscule. Voilà. Et comme je veux pouvoir ajuster ça, je vais utiliser un slash. Je vais diviser la normale, donc l'amplitude, ou la multiplier, peu importe, hein, par un facteur scalaire, un CHF, un contrôleur float, que je vais appeler, je sais pas moi, ajuste. Je vais le créer. Et voilà, donc avec du coup cette valeur maintenant d'ajuste, vous voyez, je peux changer l'amplitude du déplacement. Bon, CTRL S. Donc n'oubliez pas que ça, je le fais pour tous les étages. Donc si on peut tester hein, le single pass, voilà. Pardon, on va cliquer bleu pour voir le résultat. Voilà ce qui se passe pour tous mes étages. Les connexions entre les différents éléments. Super. Et à chaque frame, évidemment, un placement différent. Donc voilà le design génératif ou procédural.
illustrer si vous préférez. Bon, maintenant il est temps de dire que pour chaque edge, je crée un pont. Alors, CTRL S. Donc il y a une nouvelle boucle for. C'est une for each, encore une fois. Connected piece. Voilà. On va connecter l'entrée ici, la sortie là-dedans. Pardon, la sortie. Voilà. Donc j'ai une boucle for dans une boucle for. Une double itération. Alors, qu'est-ce que je fais ici? N'oublions pas qu'ici, je génère un pont. Donc, je suis sur chaque edge du réseau d'un étage. Alors, bah déjà, je voulais curver un peu les ponts qui ne soient pas rectilignes comme ça. Donc, j'ai créé d'autres points en faisant un resample. Resample, voilà, qui génère des points. On peut choisir ici la densité de points éventuellement. Voilà, je pense que là, c'est suffisant. Ensuite, une fois que j'ai des points comme ça, on n'oublie pas que si je clique ici, je suis en train de traiter un edge. Donc, je vais faire la prévise que sur un edge, puisque ici, le traitement que je fais s'applique à tous. À tous les étages, à tous les edges. Donc ici, bah, j'ai fait un point VOP. Alors, c'est pas la première fois que je le montre, je le remontre, mais souvent je le montre aux étudiants. Alors, le point VOP, il permet d'écrire une règle, mais avec des nœuds. Donc, très visuel. Parfait pour un artiste. Je clique bleu dessus et je double-clique sur le point VOP pour rentrer à l'intérieur. Alors, pour régler la courbe, on va faire le truc le mieux possible. Je vais modifier la position des points, mais que sur Y, verticalement. Donc le point, il arrive ici, c'est l'information, et ici, il ressort là, ça, c'est redéfinir la position. Et entre les deux nodes P, ici, je peux créer un traitement. On peut traiter plein de trucs comme ça. C'est une usine à gaz, hein, bien entendu. Ici, j'essaie de vous montrer l'essentiel. Pardon. Donc le point, ici, le P, c'est un vecteur 3, c'est une position x, y, z. Donc déjà, je vais le splitter avec un vecteur to float. Ça me permet de décomposer mon vecteur en x, y, z. Et puis là, je fais l'inverse. Je fais un float to vector. Un float to vector qui me permet de recomposer un vecteur. Donc j'ai dit qu'il n'y a que le y, hein, dans Houdini, l'axe vertical, c'est l'axe y. Donc le x et le z restent identiques. Et c'est le z qui va recevoir un traitement. Ici, c'est la position d'origine. Je la traite et je la redéfinis dans la position de sortie. Je la traite comment? Alors, comme c'est un truc artistique, on va quand même faire un outil artistique en utilisant Ramp. C'est génial ce truc, vous allez voir. Donc Ramp, c'est un éditeur de dégradés. Okay. Et il peut traiter des couleurs, mais il peut aussi traiter des valeurs. Donc ici, je vais utiliser Spline Ramp. Ensuite, je voudrais aller chercher... Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le point 0, il va aller pointer dans l'éditeur de dégradés à l'index 0. Il va prendre la valeur qui est ici dans la courbe et il va la renvoyer à la sortie de la rampe ici. Ok. Mais donc c'est finalement, enfin vous l'avez compris, hein, c'est un truc à deux entrées. Ici, j'ai envie d'avoir mon nombre de points répartis. Et ici, la valeur de déplacement pour Y. Donc ça veut dire que déjà, ce qu'on peut observer, pardon, c'est que la gamme de valeurs, elle est de 0 à 1 sur chaque axe. Et ici, mes points, bah, c'est mes points, ça va de 0 à 7. Donc ça va pas du tout. Il me faut donc l'index de chaque point exprimé en pourcentage. Pour récupérer cet index en pourcentage, il me suffit de prendre les attributs, hein, ptnum, le point number, et de le diviser par le numpt, le number of points. Bah, génial, mais malheureusement ce sont ici des integers. Si je divise les deux, ça va me donner un integer et donc du coup ça va pas aller pour ça. Et ça, j'ai pas trouvé dans Houdini comment convertir, donc j'ai utilisé une grille de Sioux, vieille comme le monde, qui dit que je multiplie le int par un float de 1,0, donc ça change pas sa valeur mais ça devient un float. Alors je sais, ça fait quelques nœuds pour pas grand chose. Et mettez dans les commentaires de la vidéo si vous avez une astuce pour éviter ces quelques nœuds supplémentaires, mais c'est pas la mort, hein. Je vais donc créer une constante qui est float et qui a une valeur de 1. Je vais multiplier le ptnum et le numpt par cette valeur, ça va me transformer
la valeur de int en float. Voilà l'astuce qui n'en est pas une. Donc je vais multiplier, donc je rajoute un multiply. Je fais Alt et je le fais glisser pour en faire un second. Voilà, donc j'utilise cette valeur de 1. Donc multiplié par le pt num en haut, le num pt en bas. Voilà, donc maintenant j'ai deux floats ici au lieu de deux int. Je peux maintenant faire ma fameuse division pour avoir le donc divide pour avoir l'index du point en pourcentage. Ici je divise l'index du point par le nombre total de points et je le branche dans la rampe. Et la rampe va me donner la valeur à utiliser pour le y. Donc par contre, je vais utiliser la valeur actuelle du y ici. Et je vais ajouter la valeur de la rampe. Donc je vais faire un add. Je vais prendre la valeur du y, l'ajouter à la valeur de la rampe et m'en servir comme valeur finale. Ok. Donc ça déjà, ça doit pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que si je reviens si je remonte de mon point VOP, ici, donc ce qui est cool, c'est que voilà, j'ai ma rampe, regardez. Quand j'utilise ma rampe pour sculpter, ça marche pas. Ça devrait s'élever que d'un côté. Alors, bah, c'est pas grave, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ma rampe, est-ce que c'est bien une spline ramp? Oui. Donc ça, c'est bon. J'ajoute à la valeur y du point. Ok, bon, j'ajoute une valeur entre 0 et 1, donc en fait, c'est peut-être trop faible pour que ça se voit. Donc, la sortie de ma rampe, la valeur ici compris entre 0 et 1, par exemple, le point du milieu, il va aller chercher à 0,5, puisque sa position dans la série, c'est 0,5. Il va aller chercher la valeur de la rampe ici. Elle va sortir et je vais la multiplier. Je vais faire un facteur d'amplification de la valeur, un scalar. Ici, hop, hop. Et je vais multiplier par un paramètre. Comme ça, je l'aurai dans mon tableau de bord. Plutôt qu'une constante. Paramètre. Donc paramètre, on va lui donner un nom tant qu'à faire. On va l'appeler scale. C'est un float. Il a une valeur par défaut de 1. Et je vais le brancher dans le multiply. Voilà. Donc je multiplie la valeur de la rampe par mon échelle. Et ensuite, je l'ajoute à la valeur actuelle en y du point pour définir en sortie la valeur y du point. Voilà. Donc ici, du coup, qu'est-ce que ça donne? Non, ça donne rien du tout, je comprends pas. Alors mon scalaire, si je mets 10. Alors déjà, on va préparer la courbe, comme ça dès que ça va marcher, ça va se préparer, ça va se représenter. Donc déjà, la courbe, je la voudrais Bézier. Donc je vais passer les deux points ici en Bézier. Donc aux deux extrémités, je veux qu'il n'y ait pas de déformation. Par contre au centre, ici, donc le centre c'est 0,5. La valeur, ce serait par exemple 1. Voilà l'allure de la courbe que je devrais obtenir. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Alors, bah, j'ai oublié un truc que je cherche. Parce que pour l'instant, je vois pas du tout où est mon erreur. Alors, j'ai bien cliqué bleu. Alors déjà vérifier ce point VOP. Alors, le groupe. Il n'y a pas de groupe. Il s'applique à tous les points. C'est bon. Ok. Ok. La rampe, elle a l'air bien. En tout cas, à première vue. Je rentre dans mon point VOP. Je vérifie tout ce que j'ai écrit. Ah bah oui, j'ai branché le primitive number au lieu du point number. Voilà. Hop. Et ben ça marche beaucoup mieux. Je remonte. Donc voilà. Le scalaire me permet du coup d'accentuer ou non la courbe. D'accord. En particulier de la rendre négative, c'est ce que je veux faire ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le point 7, il descend avec, alors qu'il devrait rester à sa position. Ça, c'est rien, c'est juste que il y a un petit offset de son index dans la division. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlever 1. C'est tout. Donc, on va enlever au nombre de points total 1.
Voilà, on va offset avec subtract. Le 1, je l'ai déjà, je vais le réutiliser ici, j'enlève 1. Et c'est cette valeur qui me sert au traitement. Donc c'est bien le num point, moins 1, subtract 1, multiplié, ensuite divisé, ok. Voilà, voilà. Voilà, parfait. Voilà ce que j'ai. Donc avec ce scalaire, je peux changer la courbe. Ce truc, on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Enfin, un CTRL S. Donc éventuellement, je peux sélectionner les points. Donc pour sélectionner les points, je vous conseille d'utiliser le premier slider, le point number, qui permet d'accéder aux différents points. Si je prends le point du milieu, par exemple, regardez, je peux aussi décaler ma courbe d'un côté ou de l'autre. Je peux la resculpter. Si je veux faire un pont complètement disloqué. Donc voilà, cette méthode, en gros, de la rampe, elle est parfaite pour de l'édition. Pour un artiste, il a une petite interface avec ici la possibilité de maximiser, d'éditer sa courbe au mieux. C'est super cool. Bon, peu importe. Je vais ressembler un tout petit peu plus ma courbe. Hop, parce que je voudrais plus de planchettes. Mais ça, c'est juste pour l'aspect esthétique, hein. Bon, bah, ok, je vais décaler ma courbe, ma boucle, pardon, parce qu'il me reste quelques opérations à faire. CTRL S. Bien. Donc, je viens de traiter le edge, donc tous les edges, puisque n'oubliez pas que je suis dans une boucle for. Voilà ce que ça donne. Je me dépêche, pas que la vidéo s'éternise non plus. C'est pas un vrai tuto, c'est juste quelques astuces rapides, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut... il faudrait distribuer les points, ça y est. Ça c'est important. Et donc je veux distribuer mes planchettes le long de la courbe. Donc à la base, je fais une box. Je la copie to points. Je la copie sur chacun des points et je le fais évidemment à l'intérieur de la boucle, pardon, copy to point. Alors les points que je veux copier, ils proviennent ici du traitement qui m'a servi que je viens de faire, qui m'a servi à incurver. Je copie la boîte à l'intérieur. C'est ça qui va me servir à la sortie. Et après, je peux changer le shape de la box éventuellement en changeant ici sa taille X, Y. Là, je vais mettre des valeurs en dur, mais tout ça peut être procédural en fonction de tellement de choses, en particulier de l'échelle du monde, hein. Il pourrait y avoir plusieurs types de ponts, hein, des larges, des moins larges, des doubles, avec des étages. Bon, peu importe, je donne une indication, mais c'est assez infini tout ce qu'on peut faire. Juste un truc, quand on copie to points, on utilise ce qu'on appelle ici le transform using point orientation. Et ça nous permet en fait d'utiliser en particulier pour l'orientation, parce que vous voyez que les marches elles sont sous forme d'escalier, je voudrais qu'elles suivent ma courbe. Ça nous permet du coup d'utiliser ça assez facilement en traitant la normale. C'est la normale de chaque point ici. C'est cette normale qui n'existe pas encore d'ailleurs. Il n'y en a pas, ou alors, ah si, il y en a une, pardon. Elle est là. C'est cette normale qui indique finalement l'orientation de la copie. Donc j'ai juste à manipuler mes normales pour manipuler l'orientation de mes planchettes. Donc je vais faire tout de suite avec un... Alors je peux la manipuler éventuellement à la main. Il y a tellement de choses à faire. Donc on va d'abord faire un polyframe. C'est votre ami pour manipuler les normales. En particulier souvent pour les réinitialiser. Donc je vais juste vous montrer un truc vite fait. Polyframe, regardez. Regardez l'aspect de vos normales. Par exemple ces deux-là. Donc on peut utiliser N éventuellement, d'accord. Pourquoi pas. On peut ensuite utiliser First Edge, Second Edge, selon si on veut qu'elle s'oriente vers le edge suivant ou selon l'orientation initiale. Vers centroïde, on l'a déjà utilisé. Et en fait, ici, je vais le redéfinir, c'est-à-dire je vais me servir de la tangente pour définir la normale. En utilisant First Edge, par exemple, vous allez comme ça avoir des normales qui suivent en permanence la structure. Et regardez mon pont suspendu. Alors par contre, j'ai remarqué, je l'ai eu le problème, donc tout de suite je soulève le souci. Il est très légèrement vrillé.
Vous voyez, il est comme ça, un peu vrillé. C'est parce qu'en fait, le vecteur up, qui indique l'orientation, qui indique, pardon, oui, c'est ça, l'orientation initiale vers le haut, est biaisé. Donc il suffit ici, juste après, de faire une petite expression, donc point, pardon, point wrangle, une fois de plus. Et point wrangle, en veux-tu, en voilà. Le point wrangle, il va très simplement me permettre de définir @up. D'accord, c'est un vecteur qui existe, il est, comment dire, dans le fonctionnement interne de l'application, hein. Set, je le définis, ça me permet d'initialiser un vecteur. Et 0 pour x, 1 pour y, 0 pour z, ben ça, du coup, ça me permet de le faire pointer pour tout le monde, puisque pour tous les points vers le haut. Et, vous voyez, alors je désactive l'expression ou non, ça a redressé ma copie. Voilà, bon, bah ça, moi j'ai mis peut-être une demi-heure ou une heure à le trouver, à comprendre. Donc là, je vous fais part de ce truc-là, ça va vous servir pour la suite. CTRL S, si on affiche tous les ponts suspendus ici, si maintenant on réaffiche tous les ponts de tous les étages, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on voit qu'il y aurait des ajustements à faire pour les... alors, regardez, on va faire un truc un peu plus compact. On va faire un truc un peu plus compact. Oui, parce que en fait, si on regarde de là, la taille des étages, c'est pas foufou. C'est un peu écrasé. Ça veut dire qu'en fait, je m'étale un peu trop sur ma grille. Donc, je vais réduire la taille de ma grille. Hop, et voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Maintenant, je vais retailler un peu mes box. Je sélectionne ma box. Donc là, bah, il faudrait trouver le rapport entre les deux éventuellement pour que ça s'ajuste automatiquement. C'est quand même bizarre mes histoires d'étages là. Je me demande si j'ai pas raté un truc. Juste vérifier un truc, c'est que quand je crée mes lignes au départ, CTRL S, ici, ça donne quoi? Ouais, c'est quand même un peu espacé par rapport à la taille des étages là. Bon, je vais réduire encore la taille de ma grille. Hop. Donc là, c'est pareil, je pourrais faire un coefficient qui augmente la taille ici. La subdivision, elle reste bonne, hein. Mais ici aussi, la line, vous voyez, je pourrais multiplier par une variable pour augmenter la hauteur des lignes, hein. Mais je préfère réduire la surface sur laquelle elles sont distribuées, comme ça, je n'ai pas de modif à faire là-dessus. Voilà, voilà. Donc c'est bon, c'est fini. Ici, donc on génère les ponts. On a le résultat à cet endroit. Le résultat n'est pas Jojo parce qu'évidemment, moi, je pense que... Alors, le truc, c'est que pour tester, il vaut mieux remettre la boucle sur une seule itération. On y voit beaucoup mieux. Bah, régler de nouveau tout ça. Donc le polyframe, tout ça, c'est bon. Par contre, je voudrais le resample, avoir un peu plus de points pour mes ponts. Baisser un peu ici le facteur exponentiel de mon échelle. Faut pas trop abuser non plus. Voilà. Et maintenant, redimensionner mes boîtes pour que visuellement ça me convienne. Allez, on va dire que ça c'est bon, ça me va. Donc, ben, est-ce que je m'arrête là? Je pense que ça suffit, hein, si vous avez compris ça. Après, tout le reste, c'est de l'habillage. Je me sers de cette courbe. Ah, si, je vais vous montrer quand même un petit truc. C'est que ici, sur cette courbe qui me sert à distribuer les points,
pourquoi il y en a si peu, je ne sais pas. Si, parce que je suis en resample, j'ai pas coché le resample. Par segment length, si c'est bon. J'ai rien dit. Par taille de segment. Donc c'est proportionnel. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, les cordages. Bah, les cordages c'est facile et en même temps difficile. Alors, c'est quoi la problématique pour faire les cordes? Bah, c'est qu'en fait, il faut que je décale mes lignes déjà, première chose. Euh, en créant, en recréant les normales, hop, je vous réaffiche les normales. Je vous rappelle que, voilà, j'ai mis les normales comme ça, exprès pour distribuer mes planchettes, pour qu'elles suivent la courbe. Je vous rappelle que ça marche grâce au Transform Point Attribute. Hein, si on le décoche, elles ont le transform, c'est-à-dire orientation, position, échelle d'origine. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors les cordages, pardon. Donc en fait, la normale, si je veux décaler ma ligne de ce côté-là, je ne peux pas la décaler en X ou en Y, puisqu'en fait, je suis déjà ici, je ne suis pas aligné sur un axe. Donc je vais utiliser la normale pour décaler ma ligne à droite et à gauche, en faisant un nœud d'abord normal pour calculer la normale. Donc normal et polyframe, c'est les deux nœuds les plus usuels. Voilà, donc là j'ai fait un nœud normal. Le nœud normal s'applique au... que je dise pas de bêtises, au vertice. Alors... 60, pourquoi pas, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et ce que je vais faire après, de toute façon, c'est un polyframe. Hop, polyframe. Et voilà, j'ai mes normales, comme ça, qui sont orientées perpendiculairement. Donc là, c'est très cool. Je peux faire donc un pic. Alors pic, c'est assez sympa comme nœud, ça permet de déplacer le point selon sa normale. C'est ce que j'aurais pu faire là-haut d'ailleurs, hein. Je vous ai fait comme ça vous en fait deux. Donc là, la valeur, regardez, quand je vais cliquer bleu tant qu'à faire. Voilà, donc là, vous voyez, je déplace ma ligne. Alors comme je veux voir le résultat du reste, je vais cliquer violet ici pour voir en wireframe ce qui se passe. Voilà, donc les cordages vont être par exemple ici. Donc je fais un premier pic, j'en fais un second qui est inversé. Donc je prends la valeur du premier pour l'appliquer au deuxième. Comment je fais ça? Je sélectionne sur le premier pic. Dans sa distance, je fais clic droit, copie paramètre. Donc j'ai copié le paramètre et je vais le coller dans le deuxième. Mais pas en CTRL V, en clic droit, paste relative référence. Et ça me met ici maintenant une expression, ce qui me permet de la multiplier par -1 pour l'inverser, pour que ça aille dans l'autre sens. Voilà, et maintenant si je merge, donc je fusionne les deux pics, j'ai donc maintenant deux lignes au bout du merge. Donc je peux choisir l'écartement ici en changeant la valeur du pic. Ou alors j'aurais pu inverser la normale, c'est pareil, et faire un pic de la même valeur, hein, sur la ligne et l'autre. Mais dans tous les cas, j'aurais dû avoir deux branches de toute façon, une qui conserve la normale et une autre qui inverse la normale. Voilà, derrière ça, si on veut faire de l'habillage, donc là on est vraiment sur l'aspect visuel, et pour transformer une ligne ici en tube, on utilise Polywire éventuellement, tac, dont on peut choisir, vous voyez, le nombre de sections. On va mettre 6, c'est déjà beaucoup pour du game. Le radius, hop. Voilà, et ainsi de suite. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ah si, il y avait un truc intéressant, mais je vais juste faire ça. Comment faire alors, vous voyez, j'ai fait une espèce d'autre cordelette en haut qui est un espèce de garde-corps, hein, un truc pour se tenir. Et en fait, je voulais que ce soit attaché à celle du bas. Donc les deux garde-corps sont attachés ensemble. Mais que ce soit attaché entre les planches, pas sur les points ici, que les liaisons soient ici entre chaque.
Donc comment en fait enlever ces points et en avoir plutôt entre chaque, ici, ici, et ainsi de suite. Donc en utilisant modulo 1 sur 2, on peut subdiviser et puis enlever un point sur 2. J'ai trouvé que c'était assez rapide, ça prend deux nœuds, c'est quand même... et ça marche très bien. Donc pour faire ça, bah, on réutilise le même tracé, hein. Celui qui a le polyframe, tant qu'à faire, ici, qui a déjà la normale. Je vais le subdiviser avec subdivide. Subdivide, ça permet juste de doubler les points, hein. C'est comme un turbo smooth, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai maintenant tous mes points intermédiaires sont là. Ce que je voudrais, c'est enlever les autres. Donc une expression, point wrangle. Point wrangle, point wrangle, il est là. Point wrangle, alors je vais lui dire que si le résultat de la division de l'index du point, hein, l'index du point c'est ça, si le reste de la division par 2 de cet index de points est égal à 0, alors je supprime le point. Ça me permet d'en enlever 1 sur 2. Donc il suffit de dire que si, if, alors, accolade, comme dans tout j'ai envie de dire. Alors si le ptnum, arrobas ptnum, l'index du point, ptnum c'est point number, hein, modulo, donc ici pourcentage 2, modulo 2 égale 0. Si le résultat de la division par 2 de l'index du point est égal à 0, alors remove point, l'index du point. Remove point, alors d'abord la géométrie, 0, et l'index du point, arrobas ptnum. Je clique bleu, et voilà, j'ai maintenant que les points intermédiaires. Génial. Malheureusement, je dois faire comme tout à l'heure, 2 fois un pic. Alors d'abord, est-ce qu'ils ont une normale ces trucs-là? Je crois pas. Donc, c'est normal. J'aurais dû le prendre là. Comme ça, ils avaient déjà la normale. Voilà, super. Là aussi, il y a 2 pics. Donc, je vais prendre ces 2 pics. Je vais faire Alt pour les déplacer. Ça en fait une copie. Hop, je pique dans les deux sens de la même valeur. Voilà. Je merge. Pardon, Alt. Glisser. On supprime les connexions. Et voilà, j'ai mon réseau de points sur lesquels je vais copier avec un copy to points. Donc sur ces points-là, je copie quoi? Bah, une line. Une line qui me servira de garde-corps. Hop, donc voilà mes lines. C'est simple. Comme bonjour. Par exemple 0,5 de haut et ensuite cette valeur de hauteur, copie paramètre. Où est-ce que c'est? Copie paramètre. Donc la valeur de la ligne va me donner la quantité de transformation, puisque je vais réutiliser ça pour faire le garde-corps évidemment. Donc je vais faire transform pour changer cet élément. Pas trim, pardon, j'ai dit transform. Voilà. Donc je le garde tel quel pour faire les cordes du bas, puis j'en fais une copie transformée en fait, juste en faisant dériver ce nœud. Dans le translate, vertical est égal à... Non, c'est pas ça du tout, c'est pas du tout le stamp. Est égal à line length. Donc copie paramètre, transform vertical, paste relative référence. Voilà, donc les deux propriétés sont liées entre elles, ce qui fait que maintenant, alors on voit pas, pour voir le résultat, je vais devoir merge tout ce que je viens de faire. Alors, qu'est-ce que je vais merge? Je vais merge les marches, les petites planchettes. Ici, les cordes verticales. Ici, le garde-corps. Et ici, les cordes inférieures qui tiennent les planchettes. Voilà, j'enlève ça et c'est ça qui sort de la boucle. Je clique bleu sur le merge. Voilà ce que ça donne. Alors on voit pas grand chose ici, c'est parce que c'est à cause de l'éclairage. Voilà ce que ça donne.
Il manque un polywire également pour quoi? Pour les petites lignes qui ont été copiées ici. Donc je pourrais le faire pour tout le monde en même temps, enfin tout sauf les planchettes. Donc je vais faire un autre merge intermédiaire ici, qui va s'occuper de tout ce qui est ligne. Et appliquer le polywire à tout le monde, puisque comme ça tout le monde aura la même épaisseur, tout le monde aura le même réglage. Voilà ce qu'on obtient. Et donc du coup, comme c'est dynamique, si je change la taille de la ligne, normalement le garde-corps suit avec. Ok, et bon, après il y a plein de petits détails que j'ai pas fait. Par exemple, la corde, elle passe à travers les planches ici. Donc je dois la décaler normalement d'une demi-hauteur de planche plus un demi-radius de polywire. Tout ça, ça s'écrit en expression. Hein, décaler ça vers le bas. Laquelle? Celle-ci. Hein, celle-là, celle qui est de base. Donc je peux lui faire un transform pour la décaler. Et je la décale de quoi? Je la décale de l'extrusion de la box. Donc la box, elle est où? Elle est là. Son épaisseur, c'est le chiffre le plus petit. C'est ça, c'est en Y. Copie paramètre. Je la transforme verticalement de cette valeur divisée par 2, donc d'une demi-hauteur de boîte, pour venir affleurer la surface inférieure. Donc paste relative référence, divisé par 2, divisé par moins 2 même, puisque je vais aller sur la valeur inférieure. Voilà, voilà. Et c'est une transformation que je devrais faire aussi, du coup, sur les garde-corps, parce que sinon, ils sont alignés sur le point d'origine ici. Ou alors, je l'applique directement avant, ici. Ce qui est encore plus pratique, c'est que je fais qu'une fois la transformation et tout le monde peut en bénéficier. Voilà un type de pont suspendu qui s'applique à tous les edges et ensuite à tous les étages. Bon, voilà le principe non développé, mais ça c'est assez classique. Après, je pourrais enlever les edges trop petits, hein, ceux qui sont trop proches, etc. Donc ce qui est bien, c'est que c'est rapide, puisque je peux régénérer comme ça des tonnes de villages de configuration. Je peux changer le nombre d'étages, c'est le nombre que j'ai balancé dès le début. Dans le randomize, entre 1 et 10, bah, je peux faire entre 1 et 5 étages. Et puis à côté de ça, bah, après, il y a la construction des arbres, la construction des plateformes. Vous voyez ici, par exemple, il faut que ça s'écarte un peu plus, hein, les chemins pour laisser passer les plateformes. D'ailleurs, je me suis carrément... j'ai fait plein de choses de ce type. Et puis, quand je fais mes plateformes, il y a aussi l'idée qu'à l'endroit où la plateforme, pardon, elle a aussi un garde-corps comme ça qui fait le tour avec une barrière. Et il faut ouvrir la barrière à l'endroit où il y a le pont. Donc voilà, il y avait toutes ces petites problématiques à gérer. Donc c'est pas du tout compliqué, mais ça prend un peu de temps. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire ça. Non, on va remettre le layout par défaut. Hop, comme ça vous pourrez avoir les deux simultanément. Merge. Hop, afficher le résultat. C'est bon, voilà. Donc il y a des multiples connexions de points. Après, vous voyez, des cordes tendues d'étage en étage, les structures, l'escalier. Tiens, je vais vous montrer ça avant d'arrêter la vidéo. J'ai aussi fait sur le sol, vous voyez, des îlots sur lesquels poussent les arbres. Hein, ce qui explique pourquoi on se déplace par les passerelles, parce que sur le sol, il y a l'air d'y avoir éventuellement du danger, ou en tout cas des difficultés pour se déplacer. Sur les plateformes, où est-ce que...
hop, ici, vous voyez, les barrières sont ouvertes. Mais il y a tellement de choses à faire. Oui, j'ai aussi incurvé, vous voyez, le pont suspendu. Bon, il est mal réglé d'ailleurs celui-là, vous voyez, il faudrait que je mette un peu plus de pic. C'est normal, pour l'instant ça reste un prototype, vous voyez là ça dépasse un peu, je vais pas régler les valeurs. Mais pour moi quand ça fonctionne je passe à la suite. L'idée c'est que esthétiquement là c'est pas encore tout à fait au point. Voilà, ce que j'aimerais bien c'est par exemple attacher le dernier point de la rambarde avec le premier point ici, ce genre de choses. Il y a des escaliers en spirale. Alors les escaliers en spirale, c'était assez amusant à faire. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Et aussi au dernier étage, des tours qui ont plus de 5 étages, je crois, il y a cette petit poste d'observation. Et ils sont liés entre eux, vous voyez, par des genres de tyroliennes sur lesquelles je voulais suspendre des lampes, des lampions, mais je ne l'ai pas encore fait. Tout ça, voilà où j'en suis. Donc j'espère que ça vous aide à comprendre un peu la démarche. Voilà à quoi ça ressemble au niveau de mon nœud principal. C'est très foutoir, hein. Pour l'instant c'est mal rangé, mais par exemple, après, on peut collapse aussi, hein. Ça, ce nœud, c'est lui-même un network à l'intérieur. J'ai ici ma boucle for. Donc j'ai ma première boucle for qui est là, puis la seconde, en fait, je l'ai mise un sous-nœud. Je vais vous montrer comment on fait ça. Par exemple, ici, j'ai ma boucle for principale. Ma boucle for secondaire, il suffit que je sélectionne tout ce qui est dedans, c'est-à-dire ici, du début à la fin de la boucle. Et vous cliquez là-haut sur le petit carton ce qui s'appelle Create Subnode. Et voilà, vous avez ici un seul nœud maintenant dans lequel vous avez votre input, votre subnode connector qui correspond à ce premier nœud. Vous pouvez envoyer différents types d'informations à l'intérieur, différents objets pour vous en servir ici. Pardon, hop, pour vous en servir ici. 1, 2, 3, 4. Je sais même pas si on peut en créer d'autres. Je pense que oui, mais bon déjà, sachant qu'à l'intérieur d'un seul nœud, on peut fusionner des objets et les retrier par groupe derrière. C'est largement suffisant. Mais voilà comment c'est foutu. Après, on met des couleurs, on sélectionne par exemple ce nœud. Il suffit d'appuyer sur C comme color et vous pouvez teinter un nœud. Donc par exemple les nœuds qui ont des paramètres, je les teinte comme ça avec des couleurs, des mémotechniques. On peut mettre un post-it. Hop, avec une indication, un truc qui reste à faire. Ou quand on travaille en équipe pour livrer un fichier sur lequel on a des annotations, c'est quand même sympa. On peut faire des groupes. Hop, je vais mettre ça comme ça. Par exemple, à partir de la boucle for, hein, ici on sait qu'on génère tous les edges. Donc on peut faire un grand cadre en cliquant là. Un cadre qui lui-même peut être coloré et ainsi de suite, dont on peut lui donner un titre. Voilà comment s'organiser au niveau du network. Je vous montre la spirale. Alors la spirale c'est assez sympa. Alors regardez, j'ai mes lignes, elles sont copiées ici. J'ai ma boucle for principale. Donc dans ma boucle for principale, j'ai normalement... Ah non, puisque je le fais par étage. Donc je vais plutôt le faire ici pour chaque ligne. Alors regardez bien. Ici quand j'ai une ligne, comme par exemple celle-ci, avec son wrangle. Alors hop, on va afficher le numéro de point, on va faire F pour faire un focus. Ah zut, elle a que 2 points celle-là. J'ai pas de bol. Je tombe sur la première itération où c'est une toute petite. Je vais afficher le copie du coup. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la spirale. Alors la spirale... je vais vous faire un exemple à part en fait, ce sera peut-être plus simple. Cet objet, je le masque. Et je fais une nouvelle géométrie juste pour la démo. Hein. Donc si j'ai une line, donc imaginez ça c'est ma line de départ. Je sais pas moi elle fait 10, elle a 10 subdiv.
D'ailleurs, le nombre de subdiv n'a aucune sorte d'importance. Hein, puisque, tiens d'ailleurs je vais le laisser à 2, puisqu'en fait je dois ressembler. Ressembler pour créer les marches, hein, puisqu'à chaque point ici, je vais créer une petite marche. Voilà. J'en fais pas énormément que ça puisse être bien visible, assez aéré dans la vue viewport, que vous puissiez voir le résultat. Alors l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'utiliser les normales. Alors j'ai une box, toujours pareil. Hop, je sélectionne ma box. Elle a une size Y, donc c'est une marche, hein, donc elle est assez fine. Voilà. Juste un truc intéressant, regardez, le pivot il va être au centre, donc quand je vais la copier ça va pas être terrible, il faudrait que le pivot soit sur un des bords de la boîte, par exemple le bord Z. Donc je vais faire exprès de faire une boîte rectangulaire, regardez, je vais décaler ma boîte sur Z d'une demi-valeur de sa taille en Z. Donc sa taille en Z elle est là, X, Y, Z. Clic droit, copie paramètre, center, c'est donc le décalage du pivot, X, Y, Z, je le décale sur le même axe de cette valeur, paste expression relative divisé par 2. Et voilà, le pivot est là, donc en fait quand je vais la copier, ce pivot va se mettre sur les points. Donc ils seront alignés, et puis je peux même créer ici un décalage, un offset, éventuellement, ou décaler les points, hein, ça n'a pas d'importance. Soit je décale les points des copies, soit je décale ici le pivot. Il vaut mieux décaler le point des copies, éventuellement. Bien, donc là je vais faire un copy to points, et ça va pas marcher, puisque copy to points. Alors ça va pas marcher tout de suite, parce qu'en fait, hop, la line, je sais pas si vous la voyez, elle est là blanche, hein, sur le bord. Alors bon, c'est un peu petit, pardon, ma boîte est trop grande en fait, hein, soit la tige est trop petite, soit la boîte. Donc ce qu'on peut faire, c'est direct, on va dire le ratio, hein, largeur, hauteur, épaisseur vous convient. Vous pouvez rajouter un transform juste pour faire de l'échelle dessus, par exemple, pour réduire la taille des marches. Donc ce qu'on voudrait, c'est que la normale des points ici du resample, elle tourbillonne comme ça, d'accord, en montant. Alors ça c'est assez facile à faire. Alors je vais sortir ça, fermer. C'est assez facile puisqu'en fait ce qu'on veut c'est calculer un angle à partir d'un vecteur. Un vecteur qui va évoluer selon l'altitude. Hein, plus on va monter, plus on va faire tourner un angle, finalement un angle artificiel, dont on va extraire le sinus et le cosinus. Hein, le cos pour x et le sinus pour z. Et le y on n'y touche pas, comme ça on a un vecteur qui est orthogonal à la ligne, qui est perpendiculaire à la ligne et qui tourne finalement autour de l'objet. Alors pour ce faire, c'est pas bien compliqué, il faut faire une petite expression. Et donc c'est une expression, donc un point angle qui s'applique à chaque point. Donc point angle. Donc ici, première chose, je vais faire un facteur scalaire qui me permettre d'augmenter le nombre de tours. Hein, donc finalement, une espèce de vitesse de rotation pour cet angle artificiel. Donc je vais faire un float, je crée une variable. Donc le type de la variable, son nom, scalar, sa valeur, c'est un CHF, c'est un contrôleur d'interface, vous voyez, des petits sliders. C'est plus pratique que d'aller éditer la valeur. Surtout si vous filez votre fichier à un artiste, lui il va pas vouloir aller sélectionner tous les nœuds. Pardon, scalar j'avais dit. Il va pas vouloir aller plonger dans chaque nœud, il faudra lui faire une petite interface. Donc ça c'est grâce au digital asset que vous pourrez faire ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc c'est un CHF et puis on lui donne un nom. On va l'appeler par exemple turns. Oups, voilà, on clique là et puis ça génère comme ça le paramètre. Ensuite, ce qu'on voudrait, c'est donc créer trois valeurs, x, y et z, donc un vecteur, pour fabriquer la normale. Donc la normale, c'est un vecteur 3, hein, x, y, z. Donc je vais fabriquer ces trois valeurs pour ensuite les injecter dans le vecteur normal. Je vais les appeler par exemple dx, dy et dz. Donc j'ai dit dx, dy et dz. Alors dx c'est quoi? J'ai dit le cosinus.
Le cosinus de quoi? D'un angle. Mais il n'y a pas d'angle ici en fait, hein. L'angle en fait c'est la période. C'est ce qui me permet de faire la période. La période ici, c'est quoi qui évolue? Bah, c'est la position Y. Donc en fait c'est le arrobase, attribut p.y, la position Y du point. Et je vais la diviser du coup par mon scalar pour maîtriser cette espèce de vitesse d'évolution de l'angle. Donc finalement, de maîtriser l'espace entre les crêtes d'une sinusoïdale, hein, la fameuse période. CTRL C, CTRL V, le Z c'est le sinus, et en Y bah, j'ai 0. Hein, le vecteur vertical, hein, mes marches elles doivent être perpendiculaires. Voilà, donc ici c'est bon pour ces trois valeurs. J'ai plus qu'à fabriquer ma normale en faisant arrobase n majuscule égale 7. Donc je définis la normale et je lui dis donc des x, des y, des z. Et a priori, quand je clique là, voilà. Maintenant, on voit que ma normale. Alors je vais faire plus de points. Vous puissiez bien voir. Et du coup, mon scalaire qui me permet de faire ma spirale. Bon, bah, si vous voulez pas vous prendre la tête, mais c'est quand même sympa de se prendre la tête parce que ça permet de bien comprendre les choses. Mais sinon, si vous installez ici les Game Development Toolset, c'est gratuit. Vous trouverez un Game Dev Spiral. Voilà. On peut faire un sens horaire, anti-horaire. Il y a juste quelques paramètres, mais en gros, c'est ça une spirale. Hein. C'est la même chose que ce que j'ai fait. Si je copie 2 points, voilà comment j'ai réussi à faire mes escaliers. Sachant qu'après, on peut diminuer la valeur des marches quand on monte grâce à Pscale. Hein, puisque n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Si je copie les marches sans utiliser les orientations, voilà. Et quand je l'active, donc si vous avez compris ça, c'est que en fait, voilà ce qui se passe. La box est orientée selon la normale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'échelle. On peut la gérer avec Pscale. Donc ici, je peux rajouter, bah, j'ai déjà un Wrangle, donc on va dire que ce premier bloc-là, il gère la normale. Et en dessous, on va gérer autre chose. On va gérer l'attribut Pscale de chaque point qui va permettre de changer l'échelle de l'objet copié dessus. Pscale, donc c'est pareil, c'est un attribut interne à Houdini. On pourrait lui dire que, par exemple, j'en sais rien, moi, c'est la position Y. C'est le truc le plus bateau qu'on puisse écrire, à part que là, ça va pas convenir, puisque plus on va monter, plus ça va être gros. Voilà. Mais si vous avez compris ça, après, il suffit d'avoir la taille de la ligne, la position du point. La taille de la ligne moins la position du point vous permet d'inverser l'expression. Et de rajouter un offset. Donc la taille de la ligne, si on le veut dynamique, c'est là, c'est line length, clic droit, copie paramètre. Ici, paste relative référence. Donc voilà, j'utilise la taille de la ligne, moins la position Y, permis d'inverser l'expression. Et puis voilà, d'avoir un offset, un décalage de cette valeur, d'avoir ici un coefficient de réduction et ainsi de suite. Ouais, voilà, là je vous ai montré à peu près tout ce que j'utilise pour créer ce village avec des ponts suspendus. Il y a les L-systèmes aussi, hein, les systèmes pour faire les arbres, mais je le maîtrise pas encore à 100%, donc je préfère pas en parler. J'ai encore des progrès à faire de ce côté-là. Non, je crois que c'est tout. Voilà. Comment faire du procédural avec Houdini. Hein. Donc vous avez vu, c'est quand même beaucoup ici de... Alors, première chose, l'artiste, il n'est pas trop fan de toutes ces expressions qu'on tape dans les... Ici, même si c'est hyper simple, hein, c'est des opérations ultra simples que je fais, malgré tout, il y a cette histoire de syntaxe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le VEX, hein, c'est un système d'expression. Néanmoins, on peut aussi évidemment faire des nœuds en Python. Voilà, vous faites un nœud Python et puis à vous de jouer.
C'est super bien foutu, hein. Python, vous savez que... Donc si vous faites du dev, vous savez que Python, c'est robuste, les performances, c'est cross-platform, c'est tout ce que vous voulez, c'est le top. Enfin, oui, c'est quand même, on peut dire que c'est un langage très agréable à utiliser. Par contre, il faut être rigoureux, c'est clair. Donc ça, c'est pour les devs. Pour les tech artistes, un peu comme moi, quoi, hein. Un technical artist, vous allez utiliser des petites expressions comme ça, avec donc des attributs de Wrangle qui peuvent s'appliquer au point, aux primitives, une seule fois, une seule boucle, donc pour tout l'objet, detail, etc. Des VOP, donc le VOP, on l'a utilisé tout à l'heure pour faire la courbure. Où est-ce qu'il est? Il est dans ma boucle, il est là-dedans. Il est ici. Le VOP qui nous permet donc de créer un réseau nodal. Donc ça c'est cool pour un artiste parce que comment dire, il n'y a pas de langage particulier. C'est facile, c'est visuel. euh, et puis voilà, c'est bien documenté. On peut s'en sortir assez facilement. Donc ça c'est plutôt, on va dire, artist friendly. Ça permet de créer des petites interfaces éventuellement pour se faciliter la tâche. D'autant plus qu'après, quand on crée un digital asset, on peut se faire un panneau de commandes, hein, qui centralise tous les contrôles, hein, sur un seul élément d'interface. Et j'attire votre attention à ce sujet puisque c'est ce panneau de contrôle qui va me permettre de changer les scatters, de changer la taille des escaliers, etc. En fait, de tout avoir à l'intérieur. Ce panneau, il va être compatible avec les plugins Unity et Unreal, et éventuellement aussi Maya, 3ds, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect temps réel. Et donc, en fait, ce qu'on appelle le Houdini Engine, le moteur qui va nous permettre ce qu'on appelle le cook, hein, ce qui va nous permettre de calculer, de compiler tout ça. Donc le cook va se faire via le Houdini Engine à l'intérieur de Unity ou de Unreal. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous allez mettre l'objet et puis vous allez récupérer le panneau de contrôle. Donc pas besoin d'aller dans Houdini, de modifier le paramètre, de réexporter, de mettre à jour. C'est instantané. Bon, instantané, hein, il y a des fois où le calcul peut durer quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Mais voilà, quel plaisir, quelle facilité de l'utiliser directement. Donc ça, par contre, il faut avoir la version payante d'Houdini, hein. La version Apprentice n'en tient pas compte. C'est ce qu'on appelle un HDA, un Houdini Digital Asset. Et ensuite, il faut installer un plugin dans Unreal ou dans Unity. Ça se fait en 2 clics. Et c'est extrêmement performant. Donc voilà, j'espère que ça vous pourra vous aider à faire vos premiers pas, ou en tout cas à avoir un semblant de méthodologie pour, pour vos projets. Je vous montre un dernier truc. Je sais, je montre toujours des derniers trucs et en fait ça s'arrête jamais, mais là c'est vraiment le dernier. Peut-être que ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait le terrain. Hein, vous avez vu que le terrain, il respecte la position des arbres. Ils sont chacun sur des îlots. C'est assez facile, c'est toujours Voronoi. Je suis très friand de Voronoi de Launay. Tout ce qu'on peut faire avec, c'est assez extraordinaire. Donc j'en profite pour vous montrer. En fait, à la base, ça c'est mon fichier, hein. À la base, j'ai donc un cercle sur lequel je fais des divisions. Je fais un mountain. Ça me permet hop, de dégrader un peu le terrain, d'éviter que tout le monde soit au même niveau. Ensuite, je le transforme pour le réduire. Comme ça, là, ça c'est l'aspect visuel et ça c'est le scatter. Donc je scatter sur... En fait, je laisse un espèce de bas, etc. Et puis j'arrive à un moment où voilà, j'ai copié mes structures d'arbres comme moi je viens de vous le montrer. Et là, je bifurque. C'est-à-dire, je récupère ces informations pour faire plusieurs choses. Alors, pour faire le groupe, je prends le groupe du rez-de-chaussée, j'enlève tout le reste, je blast tout ce qui n'est pas rez-de-chaussée. Ensuite, je copie sur ces points des cercles. D'accord. Et ces cercles, ici, vont me servir à fracturer un diagramme avec le diagramme de Voronoi, un grand cercle. Donc ce grand cercle, c'est le fameux terrain.
Oui, d'ailleurs, ce que je vous ai montré ici, je l'utilise plus, hein, d'ailleurs. Tous ces trucs là, je l'utilise pas. Le véritable terrain, c'est celui-là. Donc je pars à partir d'un cercle et je dis à Voronoi de casser le cercle de cette manière. Et regardez, en fait, si vous regardez bien, l'endroit où je mets mes points, ça me permet ici de garder intact, d'avoir une surface autour de l'arbre. Alors comment j'ai fait ça? Alors c'est pas une astuce, mais en fait à la base je distribue des cercles ici, je vous l'ai dit, hein, sur tous les points des arbres, tous les points d'ancrage des arbres sur le sol, ça me donne ça. Mais ces cercles, en fait, je leur ai ajouté un point central. Parce que si je ne le fais pas, hop, regardez, je le désactive. Eh ben, je tombe justement sur une intersection de cellules Voronoi. Donc en fait, j'ai ajouté un point avec add qui permet d'ajouter des points dans une structure. J'ai ajouté un point à la coordonnée 0, c'est-à-dire au centre de chaque cercle, avant de le distribuer. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai copié. Donc à la base, j'ai ça, ces cellules qui sont brisées. D'un côté, je blast toutes tous les éléments sauf les points. Donc normalement, hop, voilà. Ici, il me reste que les points du centre, puisque j'avais fait un groupe en fait ici avant de mettre le point. Donc le point fait pas partie du groupe. Donc quand je blast, j'enlève le groupe, il reste les points. Facile. Ici, sur tous ces points, je copie une sphère. Voilà, donc je me retrouve ici avec un réseau de sphères. D'accord. Ces petites sphères, elles ont un attribut qui s'appelle history, qui est à 1, alors que toutes les cellules Voronoi qui sont là, tous les îlots que vous voyez, ils ont le même attribut history, mais qui a une valeur de 0. Et ensuite, je transfère les attributs, c'est-à-dire là, je dis finalement où est-ce qu'il y a à l'endroit où il y a des sphères, je transfère l'attribut. Et en fait, j'ai un débugger visuel ici qui me permet de voir ici le résultat. Donc en fait, maintenant, certaines faces savent qu'elles ont un arbre sur elles et pas les autres, grâce à cet attribut de transfert, ce qui me permet ensuite de dire que toutes les autres faces vont se déplacer verticalement pour créer un truc chaotique, sauf ces faces-là. Ces faces, c'est n-gone, hein, c'est ces polygones qui eux vont rester en place. Voilà, ça c'est assez bête, mais regardez. Ici, je leur dis que je crée une valeur de pit, c'est moi qui ai créé cette valeur, un attribut sur chaque face qui est égal à un random, mais ça, il ne s'applique que si euh, l'arbre, enfin que si l'attribut history est différent de 1, c'est-à-dire à tout le monde sauf les rouges que vous avez vu, ceux où il y a un arbre. Voilà, ensuite je crée un attribut primitif, pardon, un SOP primitif, un nœud primitif, qui me permet de faire une translation de la valeur de pit, l'attribut que j'ai créé précédemment. Et donc on voit les faces du coup qui se décalent verticalement, sauf celles des arbres, qui sont restées au même niveau. Voilà. Donc après un mountain pour déformer un peu, un extrude hein, pour extruder toutes ces petites faces, un petit bevel à la surface, un petit divide hein, pour ajouter des points, des faces, ce qui me permet de déformer un petit peu mieux ce petit monde avec un mountain. Euh, hop, voilà ce que ça fait le mountain, hein, ça permet d'appliquer comme ça du noise, hein, tout simplement. Et à la fin, comme il y a quand même beaucoup de polys, je fais un polygone réduction pour réduire les polys de tout ce petit monde. Et ça, à la fin, je le branche dans la sortie, je viens le mélanger avec tout le reste pour faire la forme de mon terrain. Bref, cette fois, c'est vraiment la fin. Donc des tutos, j'en fais plein, mais ils sont réservés aux étudiants de l'ECV Bordeaux. Donc celui-là, ça c'est pas vraiment un tuto d'ailleurs, hein, c'est plutôt un petit guide pour démarrer. Mais ouais, les étudiants de l'ECV Bordeaux ont des tutos vidéo sur Houdini. Au fur et à mesure où moi-même je me sens, comment dire, confiant pour l'enseigner. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez les L-tree, hein, les systèmes de fractales qui servent à faire les arbres, j'ai encore un tout petit peu de mal avec avant de pouvoir l'enseigner, donc j'en parle pas. D'ailleurs, ça se voit, c'est pas génial. J'avais aussi fait des booléennes,
Hein, j'avais dit que les arbres faisaient une booléenne avec tout d'ailleurs, hein, tout ce qui est plateforme, pour pouvoir faire des trous dans les structures. Je l'ai peut-être même encore de fonctionnel, il doit être commenté quelque part, mais en fait ça marche pas, et ça doit être celui-là, de booléen. Alors déjà, la booléenne, ça prend énormément de temps. Et il me semble que ça marche pour certains, pas pour d'autres. C'est assez pénible. Ça me supprime des faces. Ça donne des résultats pour l'instant qui sont très peu satisfaisants. Donc j'ai préféré le désactiver. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut que je creuse. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à améliorer sur la structure géométrique. Puis ensuite, il faudra passer aux textures en faisant des textures procédurales qui elles aussi sont générées avec des nœuds. Un peu comme dans Substance Designer, le compositing peut être procédural, le rigging peut être procédural, tout peut être procédural. Donc si vous avez compris, vous partez d'une ligne ou d'un cercle et vous créez tout ça. Vous créez les textures, vous créez tout, vous créez les UV aussi, etc. Donc voilà, allez, à vous de jouer.